à minuit. Dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack.
Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais,
Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, je suis orangé comme Jaja, alors je sais pas pourquoi, c'est pareil, il y a un côté Casimir qui est pas dégueulasse. Comment allez-vous les amis? Est-ce que tout le monde est en forme? Voilà, c'est la question qu'on se pose d'entrée de jeu, voilà, là on a un ton un petit peu plus... Allez, tel un bon jambon, j'espère que vous allez bien les amis, c'est vendredi 16h31, 9 mai 2025, c'est que du plaisir, on se retrouve pour finir la semaine en beauté avec un coup de gueule des enfers sur Top Chef, j'ai pas peur de parler des vrais sujets, là vraiment, j'en ai plein le cul, j'avais envie de vous partager ça, donc on va le faire. Et puis c'est vendredi, et qui dit vendredi dit foire aux questions. Voilà, c'est la nouvelle tradition fac. On a envie de dire fac, où le vendredi, vous me posez toutes les questions que vous voulez, je réponds à tout sans embâche. Sans embâche, et aussi on peut traiter tous les sujets qu'on n'a pas traités dans la semaine. C'est aussi l'idée de la foire aux questions, c'est-à-dire s'il y a des sujets dont vous auriez aimé qu'on parle, dont vous auriez aimé que l'on aborde ces sujets. Ah, ça devient compliqué en fin de semaine pour parler correctement. Et ben on le fait maintenant. Donc ça va être l'idée du vendredi, les amis, de papoter, voilà, d'être ensemble. C'est le plus important pour finir en beauté. On a une pensée émue. Alors j'aurais dû en parler hier, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. On a une pensée émue, hein, vous avez vu ça aux informations. Le joueur de rugby de Castres, un Raisuke, mort malheureusement d'un accident de bagnole. Terrible nouvelle, hein, un joueur de top 14 qui est décédé dans un accident, hein, percuté par un train, donc vraiment des conditions terribles. On a une pensée pour toute sa famille, évidemment, pour le Castres olympique et pour tout le rugby, tout le monde du rugby, évidemment, terriblement touché, en deuil, on peut le dire. Donc voilà, la pensée, évidemment, pour ce joueur de rugby qui nous a quittés. Et puis dans les informations, vous l'avez vu hier, c'est le pape. Ça aussi, cette transition, c'est le pape. Il faut parler du pape. Alors, je vais pas vous mentir, moi j'en ai rien à foutre. Enfin, à titre personnel, voilà, pour nos amis catholiques qui ont un nouveau taulier, un nouveau patron, bravo, voilà, vive le pape Léon XIV, il est américain, welcome, yes, Jesus Christ, you know, yeah, you want the vin de messe. Vous voulez du vin de messe? Voilà, c'est traduction. Donc voilà, bravo Vatican, bravo le pape. Si tant est que les manipulations en coulisses de Macron fussent vraies pour essayer de nommer un nouveau pape de son cru, bon bah ça a foiré, hein, une fois de plus. Donc ça, ce qui valide d'ailleurs peut-être le fait que c'était vrai. Hein. Si ça a échoué, c'est qu'à mon avis, Macron a vraiment essayé de peser en coulisses. Parce que si ça avait été quelqu'un de son choix, ça aurait validé l'idée que ce ne fut pas vrai. Tu vois, je pense sincèrement. Mais bon, pourquoi pas.
Éclat 15 qui dit pour le pape, à voir si la prophétie de Saint Malachie va se réaliser ou non. Bah, je pense que c'est déjà foutu parce que la prophétie de Saint Malachie qui estimait qui estimait que deux papes allaient vivre en même temps, ça aurait été valide si Benoît XVI avait encore été dans le secteur. Benoît XVI qui s'est retiré volontairement, ça aurait fait deux papes, un en exercice, à la retraite, on va dire, qui cohabitaient dans le même monde. C'est ce que disait la prophétie, si je dis pas de conneries, avec qui plus est, c'était Pierre le Romain. Ça devait être le dernier, non? Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Ça devait être un pape noir. Alors, on avait dit que c'était l'ordre des Jésuites duquel était issu euh, François Ier. Je sais pas. Faut que je me remette la tête là-dedans parce que ça me passionne beaucoup ces sujets-là, hein, d'ésotérisme et compagnie, et de prophétie. C'est vrai qu'il faut que je me remette la tête dedans. Mais j'ai l'impression que Malachie, il a foiré. Je crois qu'il a foiré. Donc bon, à voir. On va remettre la tête dessus, on en reparlera. Merci à Lab17 pour le sub 9e mois. Merci également à Soldona pour le subprime 28e mois. Soledona, excuse-moi, tu m'avais expliqué. Soledona. Et Love Beaver pour le subprime 9e mois. Merci beaucoup, les copains. Voilà. Allez, on commence avec une petite salve de questions. Voilà. Je ferai le coup de gueule Top Chef après. Installez-vous confortablement. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui en ont rien à foutre de l'émission Top Chef, c'est un coup de gueule qui est plus large, qui est dirigé contre une personne qui me rend fou. Et qui est le symbole d'une époque. Donc vous allez voir, il y a un lien, c'est un coup de gueule, une fois de plus, d'une finesse vraiment rarement observée. Perfecto85, merci encore pour ton intervention hier, camarade. Qui dit, as-tu vu le film Les Deux Papes? Non. Alors c'est que les films sur le Vatican, là, on commence sur les questions, allez-y les amis, allez-y plein badin. Les films sur le Vatican ne me passionnent pas, alors qu'il y a des choses super, hein. Récemment, il y a eu The Young Pope, alors, je crois que c'est une série ça. Les Deux Papes, il y en a eu un réalisé par Nino Moretti, si je dis pas de conneries. Je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas vu non plus. Et là, plus récemment, il y a eu le film Conclave avec, c'est quoi, c'est Liam Neeson, c'est ça? Que j'ai pas vu non plus. Ça me passionne pas. Ça me passionne pas vraiment. L'histoire du Vatican est passionnante. Je trouve que les bouquins sur l'histoire du Vatican, je trouve ça assez passionnant. Il y a beaucoup de mystères. C'est au centre en fait de toute la deuxième moitié en fait du premier millénaire, du deuxième millénaire. Oui, du deuxième millénaire. Donc, l'histoire du Vatican est passionnante, mais pour me renseigner là-dessus, je préfère regarder des livres d'histoire. Là, c'est Ralph Fiennes, pardon, je confonds avec Liam Neeson. C'était Conclave, là, tout récemment, avec Ralph Fiennes, j'ai pas vu non plus. Donc, non, je trouve l'histoire du Vatican passionnante, plus largement l'histoire de la chrétienté, évidemment. Mais là, aujourd'hui, la danse des papes, on va dire l'histoire contemporaine du Vatican, je m'en cire, quoi. Je m'arrête, si vous voulez, à la Seconde Guerre mondiale. Et à la limite, jusqu'à Karol Wojtyła, donc Jean-Paul II, je vais jusque-là, parce que c'est intéressant, il y a encore des enjeux géopolitiques forts, tu vois, avec la guerre froide, la chute du mur et tout. Mais maintenant, tous les films sortis après ça, non, je m'en cire complètement. J'attends le biopic de l'abbé Pierre, avec Rocco Siffredi dans le rôle titre, ça va être sympa. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends véritablement. Donc, non, mais par contre, on papote, hein. Je vous dis, vendredi, c'est fort aux questions. Je me livre. Hein. Je me livre, je réponds à vos questions sans embâge, hein, on l'a dit. Hein. J'ai eu la chance de voyager à Rome il n'y a pas longtemps. Je vous l'ai dit, j'avais pris quelques jours de vacances avec ma mieux, on s'est tiré là-bas. Pour nourrir un sanglier en Italie, t'es quand même bien parce qu'il bricole. Hein, il bricole. Elle m'a amené au musée du Vatican. Bon. On n'a pas pu visiter le Vatican en tant que tel, de par le fait que je lui ai dit, écoute, il y a 200 heures d'attente, viens, on va manger. Ce qui est quand même l'excuse à beaucoup de choses, viens, on va manger d'ailleurs. Si j'écoutais mon estomac, j'aurais pas visité grand-chose. Et donc, on a visité les musées du Vatican. Alors, c'est grand. Alors, c'est très, très grand. À ceux qui l'ont visité, dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord. Hein. C'est très très grand. C'est beau. Ah, c'est beau. Il y a la chapelle Sixtine, tu peux visiter, c'est très sympathique. Mais il y a un musée qui m'a marqué dans les musées du Vatican. Donc c'est les musées. Il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 si je dis pas de bêtises, dont un sur la philatélie. Alors je peux te dire que l'histoire du Vatican vue à travers ces timbres, putain, il y a pas de quoi se palucher. C'est faut aimer les timbres. Voilà, c'est plein de timbres, des timbres.
partout des timbres. Alors, j'ai retenu que je crois que le premier timbre du côté du Vatican avait été tamponné, c'est fin 19e, si je dis pas de conneries. Mais alors, par contre, bon, moi, les timbres, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que je m'en branle. Voilà, voilà. Mais c'est pas j'aime pas. C'est tiens, je vais faire autre chose. Tu vois. Mais après, les philatélistes, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, personnellement, je m'en fous. Tu vois. Bon, bah là, c'est vrai que c'était très long. Parce que là, c'est Jean-Paul 8, là, c'est Fabrice 2, Kevin 3. Tu sais, avec des planches de timbre, des planches de timbre de partout, avec les têtes. Putain, t'en peux plus. Donc, c'était très, très long. Ça, c'était très, très long. Tu passes par la chapelle Sixtine, ça, c'est mignon comme tout. Mais il y a un musée qui m'a un petit peu emmerdé, enfin en tout cas qui a fait naître en moi des questionnements, c'est le musée d'ethnographie. Donc l'ethnographie, si vous voulez, c'est la culture produite par les ethnies à travers le monde. Tout ce qui est art, ça peut être des tenues traditionnelles, des objets, des statuettes, tout ce qui est issu d'une culture ethnique, si vous voulez. Et donc il y a des pièces formidables, il y a des pièces assez formidables de tous les continents. Donc tu vois des pièces magnifiques en provenance d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Il y a des choses vraiment brillantes. Mais c'est vrai que je me suis dit, quand tu vois l'histoire du Vatican, bon, tout ce qui est évangélisation, à un moment donné, on était quand même plus sur un combat de samouraï. Tu vois, il y a eu un truc qui touchait plus de l'escrime que du vin de messe. Hein, l'évangélisation à marche forcée, notamment en Afrique, en Amérique, du Nord comme du Sud. Tu vois, bon, quand les Espingouins, ils ont déboulé chez les Mayas, bon, il y avait une ambiance... l'escrime, tu vois, on était plus proche de l'escrime que, écoute, voici Jésus, je sais pas si tu en as entendu parler, vous faites du chocolat, vous faites des pyramides avec des escaliers, nous on a Jésus, on va vous expliquer, vous choisissez à la fin. Voilà, l'évangélisation chrétienne, ça pique un petit peu. Et en fait, j'ai trouvé ça curieux, le musée d'ethnographie dans les musées du Vatican, parce que je trouve qu'il y a un côté exposition des fruits de certains massacres. Alors, il y a des territoires qui ont été évangélisés ou qui l'ont fait volontairement, et c'est tout à fait sympathique. Mais quand tu vois, par exemple, des pièces issues d'ethnies d'Amérique du Sud, tu dis, bon, Kawatopel et ses potes, ils n'ont pas laissé les petites statuettes gratos. C'est-à-dire qu'ils ont laissé un bout de la tribu pour que ceux-ci puissent être exposés dans les musées du Vatican. Et j'ai trouvé ça un peu curieux. Un peu curieux que le musée ne revienne pas sur l'évangélisation à marche forcée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pape peut se promener dans le monde entier, qu'il y a des chrétiens un petit peu de partout. Il y a un côté conversion forcée, voilà, que j'ai trouvé assez intéressant, qui transparaît dans ce musée d'ethnographie. Ça m'a questionné, hein, ça m'a questionné. Par contre, c'est très joli. Par contre, c'est magnifique. Il n'y a pas à chier. Rome, c'est beau. Ils savent travailler, hein. Avec, avec toutes les églises qui sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je prends quelques commentaires là-dessus. Il y a Kong Bietso qui dit beaucoup de mensonges sur le sujet. Le grand nombre de morts est dû au fait que les esclaves utilisés pour les sacrifices de sang se sont révoltés. Alors ça, je ne le savais pas. Honnêtement, j'ignorais cette théorie qui me semble un peu fumeuse, mais comme je l'ignore, écoute, je vais me renseigner. Si tu as des sources de bouquins sur la question, cher Kong Bietso, je suis preneur, parce que ça me paraît curieux, mais avec plaisir. Toujours prêt à apprendre, hein, évidemment. Et Claquin, qui dit: j'ai eu le même sentiment en visitant le musée d'histoire en Islande. Je rêve d'aller dans les pays nordiques. Ah si, allez, si un jour j'ai les vacances où on peut se régaler et voyager, j'aimerais bien voyager Suède, Finlande, Norvège. Déjà parce que tu manges du poisson, du poisson gras, hein, notamment saumon, hareng. Et je pense que ma mère a du ken avec un ours parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ours dans chez moi. J'aime le poisson gras. Ouais. Je peux te tabasser du saumon à longueur de journée, mais sans problème, si tu veux, sans jamais culpabiliser. Euh, C'est-à-dire le jour noir pour la race saumonifère. C'est-à-dire que tu me donnes des filets, je te les dégomme jusqu'à plus soif. C'est thalassa dans mon intestin grêle, dans mon intestin grêle. Et j'aimerais beaucoup voyager là-bas pour l'aspect, évidemment, l'aspect gastronomique, mais l'aspect culturel, ça a l'air très très beau, il fait froid, c'est bien, j'aime bien le froid, je suis gros, donc j'aime bien le froid, on le sait, hein. La chaleur est l'ennemi du gros.
Euh, donc, ouais, non, non, j'ai envie d'aller là-bas. Si vous voulez faire une cagnotte pour m'acheter un billet, on y va. En toute corruption, évidemment, à ciel ouvert, hein. Voilà, et je vous rendrai rien, hein, naturellement, hein. Non, non, mais voilà, je préfère pas faire des cagnottes, vous promettre des trucs, des séries, tu sais, de dizaines de vidéos. Voilà, non, non, je fais pas des cagnottes mensongères. Je fais des cagnottes pour vous m'achetez un voyage et je vous rends rien. Voilà, au moins c'est clair. Donc si quelqu'un veut faire ça sur Tipeee, je sais pas quoi, allez-y, plein badin. Hésitez surtout pas, hein. Phil entre autres, qui dit le saumon est un demi-gras, comme moi. Les trois poissons les plus gras, thon, sardine, anguille. Tu vois, je le savais pas. Je savais pas. Kong Bietso qui nous dit donc par rapport au bouquin, les éditions Belin, leur série historique qui prend les dernières avancées en histoire et archéologie sur les soi-disant massacres de masse de Cortés, par exemple, 500 conquistadors qui exterminent des centaines de milliers de locaux, c'est pas très sérieux. En revanche, un cadavre sous chaque pierre de la pyramide de Mexico, c'est réel. Ah bah tu vois, en plus j'aime beaucoup les éditions Belin. Merci pour les références, camarades. Je regarderai ça. Je regarderai ça avec plaisir parce que vraiment ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Tu vois, j'ignorais. Ça me paraissait bizarre, mais on apprend, hein. C'est ça qui est bien. Jostache qui dit dire qu'il y en a qui critiquent leur culture, c'est tellement beau de voir le folklore encore présent. Ah bah absolument, absolument. Le folklore sous toutes ses formes, tous les folklores, c'est magnifique. Pour ça que ça m'emmerde d'expliquer que de par le mélange des cultures, enfin, on se lance dans des débats. Aujourd'hui, on n'est pas sorti, je vous le dis. Mais ce qui me bande, ce qui me gonfle complètement, c'est des restes du Sud, là. Ça me bande, c'est une expression du Sud, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, le multiculturalisme. Ben, ça m'emmerde dans le sens où c'est un mélange des cultures qui, à terme, contribue à l'effacement de chacune. Tu prends un peu de chacun, un peu de chaque culture, et t'en fais une sorte de mélange où il n'y a plus réellement d'originalité, il n'y a plus réellement d'aspérité, il y a plus réellement de particularisme. Et du coup, ça te fait un truc où, bon, bah oui, super, t'as un restaurant guinéen dans la rue, t'as un restaurant tunisien, t'as un restaurant français. Mais en fait, c'est pas ça qui fait la culture. C'est pas parce qu'on a ouvert des restaurants érythréens et suédois dans les rues des grandes villes françaises qu'on a un pays multiculturel. La culture érythréenne se résume pas à on mange avec les doigts dans des grands plats. Je veux dire, c'est ridicule. Et je trouve ça m'énerve en fait. C'est un truc qui m'énerve. Donc je suis contre le multiculturalisme, mais pour cette raison-là. C'est qu'on prétend mettre en avant chaque culture pour mieux les gommer. Et ça me saoule. En fait, ça me saoule. Je comprends tout à fait que des gens qui vont dans un autre pays ont envie d'avoir leur culture, ont envie de la défendre. Maintenant, c'est au pays hôte de dire bon, bah non, non, nous on a nos trucs, on fait un petit pas, il n'y a pas de problème. Mais dans le discours du multiculturalisme, donc finalement, tu nuis à la culture de tout le monde, bah, ça m'emmerde. Voilà. Hein, je le dis, c'est une sorte de coup de gueule qui est arrivé gratuitement, alors que la question de base, c'était les films du Vatican. Donc tu vois. Ça va loin. Merci à Stelf5 pour le subprime, 25e mois. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Allez-y, les amis, si vous avez d'autres questions, je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens, c'est foire aux questions, c'est le régal. Encore un petit tour de manège. Ouais. Ouais. Assassin crétin qui dit on reste la France, les autres cultures ok, mais surtout pour la bouffe. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors les copains de Twitter, hein, venez sur Twitch. Je prends que les questions du chat Twitch pour favoriser, c'est normal. Le Juste Bistrot, c'est sur Twitch au départ, évidemment. Stealth5 qui dit on se voit à Bordeaux, absolument. J'ai hâte d'aller à Bordeaux. On va se régaler, on va se régaler. Ça va être très très chouette. En plus, on va être complet là. Il reste, j'ai le compteur du site, regarde, il reste 14 places. Regarde. Et je le prouve. Et je le prouve. Regarde. Tu peux aller sur le site de la Billettos, là. Pif, tu cliques là. Combien qu'il en reste? 14. Regarde, merde, tu vois pas. Tac. Merde, vous voyez toujours pas. Si, là. Pam. Pourquoi vous voyez? Ah, c'est marrant. Moi, je déroule, vous voyez pas. Là, j'ai un truc qui est déroulé. Ah, elle est nulle. Bah, vous irez voir sur le site. Hein. Vous irez vérifier. Vous irez fact-checker. Voilà. Célix Alba qui nous dit qu'est-ce que tu penses du dernier bouquin de Chapoutot? Alors ça, c'est une excellente question. Alors là, j'aimerais te remercier personnellement. Vraiment. Parce que Célix Alba qui nous dit tu disais beaucoup aimer le bonhomme, désolé si la question a déjà été posée auparavant. Non, 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 elle n'a pas été posée, c'est une excellente question. Parce que ce dernier bouquin, donc Les Irresponsables, qui est sorti, je crois, il y a quoi? Attends, je regarde la date justement sur Internet, le 6 février 2025. Donc il y a 3 mois maintenant, putain, ça ne nous rajeunit pas. Je l'ai lu parce qu'effectivement, je suis fan de Chapoutot. J'adore son travail, son libre d'obéir.
C'était quoi? C'était la loi du sang, il y a eu la révolution culturelle nazie. Enfin, je trouve ça très brillant. J'ai détesté. Et c'est marrant, c'est Lix Alba qui dit mon mari l'a lu et n'a pas du tout aimé. Et ben ça me rassure. Parce que, sincèrement, euh, j'ai l'impression qu'il marque le virage entre le chapoutot médiatique et le chapoutot universitaire. Jusqu'à présent, j'essayais d'établir une distinction entre les deux personnages, on va dire, avec un Johann Chapoutot qui, dans ses ouvrages, faisait un travail extraordinaire. Il étudiait l'histoire du nazisme en expliquant notamment, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais notamment les ramifications entre ce qui a rendu possible le Troisième Reich et ce qui rend possible le néolibéralisme actuel, on va dire, en questionnant les liens, en questionnant les points de comparaison. Et donc c'est un travail brillant, notamment sur la question de la production, de la productivité, sur la question de la croissance, sur la question de l'individu. Il y a vraiment des choses brillantes, et ça, c'est notamment dans Libre d'obéir. Hein. Et le dernier bouquin, enfin, pardon, non, on va rester cohérent. Ça, c'est pour jusqu'à présent la distinction que je faisais sur le chapoutot universitaire. Et il y avait un chapoutot médiatique qui venait vulgariser un peu son travail et qui ne cachait pas son engagement politique, tendance plutôt LFI, à la fois très critique sur Macron, mais qui de temps en temps jouait cette carte de la menace de l'extrême droite, en gros Bardella c'est Goebbels, quoi. De faire une comparaison beaucoup plus marquée, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, qu'entre le Troisième Reich et le néolibéralisme. Alors, de prime abord, je trouve que de toute façon, c'est le fameux point Godwin, on en revient toujours au nazisme. Je trouve que l'histoire ne se répète jamais vraiment deux fois. Hein, comme disait Marx, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Et je trouve que quelle que soit la comparaison, contre le néolibéralisme ou contre le retour de l'extrême droite, on va dire, ça n'a aucun sens. Parce que le contexte est différent, les paramètres sont différents, et je trouve que c'est une forme d'insulte à l'histoire que de dire l'histoire se répète. C'est ce que je disais déjà pendant le Covid, quand on expliquait qu'on parlait de passe nazitaire. Ça m'a toujours gonflé, cette expression, parce qu'elle est fausse deux fois, à mon avis. Enfin, elle est plutôt fausse dans tous les cas. C'est-à-dire, soit c'est une véritable répétition du nazisme, mais qui factuellement est moins grave, au vu des bilans, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, soit... Enfin, comment dire? Non, je me perds. Je trouve que c'est doublement faux, justement, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences réelles du Covid. Soit la manipulation du Covid va entraîner moins de morts que le nazisme, et donc ce sera faux. Soit on apprendra peut-être dans des décennies que des gens se sont volontairement organisés pour créer une maladie, tuer des millions de gens, ce qui aura peut-être, avec les effets secondaires et compagnie, un bilan encore plus important que celui du nazisme. Et c'est en cela que je trouve que c'est une insulte à l'histoire, c'est que ça ne peut jamais être exactement pareil. Ça peut être pire ou moins grave, mais jamais exactement pareil. Et en cela, je trouve que toute comparaison pure et parfaite avec l'histoire ne sert qu'à faire peur aux lecteurs de Libération qui ont de l'herpès sur le cul quand tu leur dis Bardella c'est Goebbels. Et à la fois, ça les excite, parce qu'il faut un épouvantail à qui on prête une force qu'il n'a pas réellement, de par le fait que l'histoire ne se répète pas exactement. Donc, mais bon, moi je suis une pompe à vélo, je veux dire, je fais du Twitch, je suis youtubeur, je parle d'un universitaire comme Johann Chapoutot que j'admire, donc ça n'est que mon avis et qui n'est pas comparable avec la somme de travail qu'il a pu livrer. Et pour revenir donc à son nouveau bouquin, Les Irresponsables, justement, Johann Chapoutot file la comparaison jusqu'au bout sur les points de comparaison entre le Troisième Reich et l'émergence contemporaine du néolibéralisme couplé à l'extrême droite. Et là, en fait, il y a eu une fusion dans le bouquin entre l'universitaire que je trouvais carré, droit et rigoureux, et l'homme médiatique qui était plus dans la vulgarisation de son œuvre et donc dans un discours politique et idéologique, ce qui est tout à fait son droit, il n'y a évidemment aucun problème. Et en fait, de voir ça dans le bouquin, ça m'a fait chier. Et donc, le bouquin est très bavard, très bavard. On a l'impression de voir se dérouler devant nos yeux un grand biais de confirmation où, comme Chapoutot veut définitivement prouver que néolibéralisme et Bardella égale Troisième Reich, du coup, il va chercher, mais de manière érudite, hein, véritablement, et de manière très sérieuse et très rigoureuse,
il va chercher le titre d'une déclaration d'un mec dans les années 31 qu'il va comparer à Bolloré, parce que le mec a investi dans un pauvre journal allemand, et il avait dit, enfin... Et donc, du coup, c'était un biais de confirmation permanent pour valider une idée de départ qui est l'idée du Johan Chapoutot médiatique. Et ça m'a emmerdé parce que c'est pas ce que je veux dans les livres, c'est pas ce que j'y trouvais, c'est pas ce que je voulais dans ces précédents ouvrages, où on arrivait justement à bien distinguer le travail universitaire rigoureux, pas dénué pour autant d'idéologie. De toute façon, aucun auteur est purement objectif, donc ce serait ridicule d'attendre autre chose. Mais là, je trouve que le Johan Chapoutot médiatique s'investit dans le bouquin, et j'ai trouvé ça assez dommage. Donc voilà les amis. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo, Marianne en a parlé. Alors Marianne, pareil, qui a changé de ligne éditoriale, faudra en parler pour leur mettre un tir aussi à eux, mais verbal, hein, évidemment. A mis une petite séquence pour résumer la pensée de Johan Chapoutot concernant son dernier ouvrage. Les parallèles entre ce qui s'est passé en 1932 et ce qui se passe actuellement sont beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Cet historien fait des parallèles entre l'histoire du Troisième Reich et la politique actuelle. Johan Chapoutot, expert de l'histoire du nazisme, incarne depuis 2015 la figure d'un historien particulièrement engagé dans les médias. En 2020, il connaît un tournant avec son ouvrage Libre d'obéir. Il apparaît dans France Culture, il écrit pour Le Monde ou encore Libération, et dernièrement, de plus en plus, dans le média indépendant Blas. Et ses thèses sont très souvent reprises par les militants et les politiques de gauche. Il comparait Macron à Franz von Papen, l'homme d'État qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. En fait, à mesure que son engagement se radicalise, il devient de plus en plus un compagnon de route des Insoumis. Et c'est précisément ce que lui reprochent ses pairs, historiens, universitaires et essayistes. Il lui reproche de plaquer des grilles de lecture totalement anachroniques, de refuser absolument tout débat, voire limite d'être insultant, mais surtout de transformer la rigueur historique en un outil de dénonciation politique. Les parallèles entre donc, ce qui s'est passé en 1900... Ça résume ce que je vous disais en substance. Donc voilà, pour répondre au petit message tout à l'heure de Célix Alba, voilà un peu, j'essaie de développer ce que j'en ai pensé. Peut-être que ton mari en a pensé la même chose, n'hésite pas à dire dans le chat, mais j'étais déçu, parce que vraiment c'est un type que j'admire, ce qui n'enlève rien à son mérite, à la qualité de son travail passé. J'ai pas aimé ce bouquin-là, donc de toute façon... c'est que mon avis, une fois de plus, je peux que vous encourager surtout à le lire et faire votre avis. À la limite, choisissez plutôt Libre d'obéir, qui est un sommet, je trouve, d'analyse, où la comparaison, pour le coup, est beaucoup plus percutante et pertinente. PVP Cash qui dit « Il rend fou à tout ramener au Troisième Reich, ça devient le truc à placer partout pour se donner raison. » Oui, non, mais puis, enfin, comment dire je pense que c'est une forme de détournement d'attention. Pour creuser ce débat, ça part un peu dans tous les sens, les amis. On parle un peu de tout et n'importe quoi. Dites-moi dans le chat si ça vous saoule, hein, évidemment, mais je trouve ça cool. Voilà. On balaye, il n'y a pas de fil directeur, on y va plein badin. Pour te répondre, PVP Cash, je pense que ce chantage au Troisième Reich est plutôt bienvenu. Une fois de plus, pour éviter que les gens ne regardent dans la direction véritablement gênante. Parce que c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon petit bouquin, là. Emmanuel Macron est-il fasciste? C'est pas pour faire la pub, vous l'achetez si vous voulez, on s'en fout. Mais c'est ce que j'ai essayé de développer en fait en filigrane. C'est vraiment ça, c'est-à-dire quand on prend ce qu'on appelle le retour du Troisième Reich, quand on prend les raisons pour lesquelles il faut craindre ce retour du Troisième Reich, il y a plusieurs piliers bien identifiés. Il y a la censure des médias, qui va de pair avec le grappin du pouvoir mis sur les médias. Donc, si vous voulez, la censure, c'est aussi bien un pouvoir qui va dire aux médias « Non, vous ne pouvez pas dire ça », qu'un pouvoir qui est copain-copain avec les détenteurs des médias. Parce que, de fait, ça va contribuer à censurer d'autres voix dissidentes. Donc, la censure, je mets tout là-dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. Le deuxième pilier, c'est le recours à la force policière, le recours à la force d'État, c'est-à-dire donc les violences policières et compagnie. La négation de l'individu pour des questions de race, de religion, de statut vaccinal, voilà, la négation de l'individu pour des raisons, la désignation d'un ennemi intérieur, si vous voulez. Et on peut mettre dans ce qu'on redoute avec le Troisième Reich, on peut mettre par exemple, je sais pas, je pense que ces trois piliers sont déjà bien. Ces trois piliers sont déjà bien. Donc
ces piliers-là, on nous les ressort, par exemple, quand il faut dénigrer un Trump, un Orban, un Poutine, un machin, un bidule. Là, on les utilise pour expliquer justement, attention, en fait, Trump, c'est le Troisième Reich à cause de ça. Bon. Ce qui permet de détourner l'attention des gens et de regarder dans la direction des potentiels Troisième Reich, entre guillemets, désignés. C'est les méchants du film. Mais quand on prend ces mêmes piliers et qu'on les applique à quelqu'un qui n'est pas dans les méchants du film, au hasard Macron, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin sur la base de la grille d'analyse d'Umberto Eco dans sa conférence devenue livre « Reconnaître le fascisme » sorti en 1995. C'est le travail que j'ai essayé de faire. Quand on dit, par exemple, la censure des médias, je le répète, dans censure, je mets à la fois une censure étatique et à la fois le fait que le pouvoir soit copain-copain avec les détenteurs, avec les propriétaires des médias. Bon. Ben, en Macronie, on coche la case aisément. C'est-à-dire que tu coches tellement que tu dépasses la feuille. Hein. On voit les Rodolphe Saadé, les Bernard Arnault, les Xavier Niel. Les détenteurs des médias sont quasiment tous, à quelques rares exceptions, peut-être Mathieu Pigasse, les principaux propriétaires des médias en France sont tous potes avec Macron, voire très potes, comme Bernard Arnault et Xavier Niel. Donc là, tu coches la case. Mais ça, on te dit, c'est pas Troisième Reich. Le recours aux violences policières. On rappelle plus de 4000 blessés pendant les Gilets jaunes, par exemple. Des mains arrachées, des yeux crevés, des morts liés aux violences. Le recours à la force publique sous la Macronie, on connaît. On l'a un petit peu oublié rapidement, mais il faut quand même rappeler que l'affaire Benalla, au départ, vient de la possible existence d'une milice gouvernementale. C'est-à-dire de gens sans aucun droit spécifique, en toute illégalité, qui défendent le pouvoir. Est-ce qu'il y avait d'autres Benalla ? On ne sait toujours pas. Donc, le recours à la force d'État, tu coches la case. Bon. Ensuite, la désignation de l'ennemi intérieur. Avec Macron, il y en a quasiment toujours eu un. En temps de Covid, c'était l'anti-vax, l'anti-masque, l'anti-pass, l'anti-ce que vous voulez. C'était lui le bouc émissaire. En soi, c'est le bouc émissaire, ce qu'avait théorisé René Girard. Puis maintenant, c'est le pro-Poutine. Puis maintenant, c'est, je sais pas, il y a toujours un ennemi intérieur à qui il faut faire la guerre. Ça aussi, Umberto Eco avait théorisé l'état de guerre permanent comme pilier du fascisme. Ce qu'Umberto Eco appelait l'urfascisme. Bon, l'état de guerre permanent, ça désigne Macron. C'est nous sommes en guerre. On est toujours en guerre contre quelque chose. Donc, bref, je ne vais pas vous faire la liste. Si l'analyse vous intéresse, c'est dans le petit bouquin que j'ai fait, voilà. Mais au départ, c'est l'analyse d'Umberto Eco, évidemment. C'est lui qui instaure cette typologie. Donc, moi, pour revenir à la question, le sujet, la peur du Troisième Reich contre les méchants du film, je trouve ça mensonger parce que c'est précisément pour détourner l'attention des gens. Et quand on prend les mêmes raisons de attention le Troisième Reich et qu'on les applique à Macron, et ben en fait, on se rend compte qu'il est déjà là, le Troisième Reich, entre guillemets. Donc c'est toujours la même chose. Soit c'est réellement grave, les raisons pour lesquelles il faut craindre le Troisième Reich, et donc il faut craindre la Macronie en l'état, parce qu'elle incarne le Troisième Reich potentiel, soit on joue avec ça, et le jour où ça va vraiment nous tomber sur le museau, on va pas comprendre. Et je pense sincèrement que c'est ce qui se passe. Pour moi, c'est ce qui se passe, et que, à force de trop jouer avec le passé, on ne voit pas s'installer sous nos yeux une menace qui est peut-être encore un petit peu plus grave. Et je pèse mes mots. C'est le sujet, la vidéo sort à 19h ce soir sur YouTube. On va faire du point Godwin gratuit, on va y aller plein badin. Mais le dernier état politique, enfin les derniers états politiques, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui ont considéré l'euthanasie comme une solution pour faire des économies et réduire la masse des individus non capables, tu vois, ça ne me rappelle pas Disneyland, ça ne me rappelle pas les bisounours en fait. Et c'est ce qui est en train d'être décidé en France, c'est ce qui est en train d'être mis en place, mais par contre, il faut craindre le Troisième Reich de Jordan Bardella. Alors, tu me diras, Bardella et le RN, on ne les entend pas plus contre l'euthanasie. Donc oui, ils sont complices, mais ce ne sont pas eux qui sont aux manettes. Donc moi, je veux bien craindre le retour du Troisième Reich, mais avec ce projet d'euthanasie sans limite, on fait pire que le Troisième Reich, au moins sur ce pan-là. Au moins sur ce pan-là, de la négation complète de l'importance de l'individu dans une société et du fait que toute vie humaine soit monnayable et valorisable
et qu'à partir du moment où vous avez dépassé, on va dire, votre date de péremption, votre date d'utilité pour la société vous dit, bah écoutez, maintenant, on a une porte de sortie qui est fastoche, ça fait pas mal, ça coûte rien, roulez jeunesse, tu vois. Moi, je veux bien la crainte du Troisième Reich, mais regardons ce qu'on a sous les yeux avant de se masturber intellectuellement à dire que le méchant, c'est Trump. C'est ça qui m'embête un petit peu. Célix Alba qui dit d'ailleurs, as-tu vu que pas mal de médias alternatifs se sont enfin emparés du sujet? Alors, si tu peux me faire la liste, moi, effectivement, je salue Toxin qui l'a fait avec Alexandre Langlois, alors qu'il a fait en expliquant qu'il avait fait partie de la franc-maçonnerie. Donc, bon, je sais pas si c'est forcément pertinent, mais bon, pourquoi pas. Mais déjà, c'est bien d'en parler. C'est quand même très bien d'en parler, il faut être clair. J'ai vu, donc on refait un bisou à Nexus, on refait un bisou à qui d'autre en a parlé? Off Investigation on a parlé. Ah ben je savais pas. Ben, magnifique. Et dites-moi, donnez-moi la liste, les amis. Je vais rattraper mon retard ce week-end et regarder toutes les vidéos avec grand plaisir parce que vraiment, je trouve ça très très chouette. Je trouve ça très très. Alexis Poulain. Bon ben voilà, on embrasse l'ami Alexis aussi. Je savais pas. Magnifique, magnifique. Dites-moi un peu voilà qui en a parlé. Fréquence populaire. Voilà, mais eux ça fait quasiment une semaine. Merci à eux. J'irai regarder tout ça parce que je trouve ça très important. Merci à eux, mais c'est que le début. Hein, c'est que le début. On rappelle que ça passe à l'Assemblée nationale en fin de mois, donc on n'est qu'au début et la mobilisation est faible. Voilà, je vous le dis tout de suite, la mobilisation est trop faible, beaucoup trop faible. Et il faut en parler davantage, il faut en parler beaucoup plus, il faut s'engager véritablement. On est au même niveau que lorsque le gouvernement français réfléchissait à sanctionner les gens qui, relayaient des discours qui n'incitaient pas au vaccin et que le gouvernement envisageait de la censure. Comparez les deux mobilisations. Hein. Comparez les deux mobilisations. Là, c'est rien. Franchement, là, c'est que dalle. Et je le redis, moi, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas fer de lance de tout ça. Mais en parler 15 minutes avec un ancien franc-maçon, ça suffit pas. Voilà. Pour être très clair, ça suffit pas. Donc, je suis quand même assez emmerdé. Je vais pas vous mentir, je suis quand même assez emmerdé. J'ai envie de casser les pieds avec ça. J'ai envie de casser les pieds, y compris aux médias, et surtout aux médias alternatifs, parce que les médias mainstream, vous vous doutez bien qu'ils me pissent au cul, on va être très clair. Je vais casser les pieds aux médias alternatifs parce que je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez et on perd du temps. Et on perd du temps pour alerter les gens. Alors on me dit qu'Asselineau en a parlé dans son dernier bulletin. Ben, c'est super, c'est une super chose. Bravo à François Asselineau. Faut que je regarde tout ça. Alors je dis bravo, je vais regarder quand même, mais faut que je regarde tout ça parce que c'est vrai que j'ai une semaine chargée, donc je vais regarder tout ça les copains et ce serait bien. Voilà, ce serait très important. Donc voilà, je vous avoue que je suis sidéré. On va évidemment rien lâcher. À 19h, les amis, on a une vidéo qui sort sur la chaîne. C'est cette vidéo-là, tac. Cette vidéo-là qui sort à 19h. Je vais vous donner le lien. Vous le savez, hein, je sais que vous êtes avec moi, les amis. Je sais que je peux compter sur vous. Donc, on est au tout début de la mobilisation. Je vais rien lâcher et vous non plus. Donc, on est ensemble, on y va à fond. Je vous partage le lien dans le chat. À 19h, je compte sur vous pour faire un tabac avec ça. Pour envoyer à fond, pour relayer à fond. C'est pas pour que ma vidéo fasse des vues, je m'en fous. Il faut que tous les autres médias en parlent, tous les autres médias fassent des vues avec, on s'en fout. Mais il faut que ce sujet arrive dans les oreilles. Vraiment, les amis. Que ça arrive dans les oreilles du plus grand nombre. Donc, on lâchera rien là-dessus. Je vous l'ai dit hier déjà. Si je voulais faire des vues, je ferais des vidéos sur la bite à Brigitte. Tu vois, je ferais comme Géopolitique Profonde, ça marche très très bien. Tu parles tout le temps de la même chose, tu détournes l'attention des autres sujets, c'est impeccable. Je mets un petit tir à Géopolitique Profonde parce qu'ils ont fait une émission là, il y a quelques jours. Ils parlaient de médias alternatifs comme Idriss Aberkane, Alexis Poulain et d'autres, Pierre-Yves Rougeron. Ils disaient que c'était les concurrents. Je ne savais pas qu'il commençait à y avoir de la concurrence entre nous. Donc ça aussi, ça commence à m'emmerder. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. On va pas mettre des tirs à tout le monde pour l'instant. Mais voilà, moi, je m'en fous du reste. Mon seul sujet, c'est cette question de l'euthanasie qui est évidemment gravissime et qui reprend d'une certaine manière ce qu'on a pu dénoncer beaucoup plus férocement pendant le Covid. Et notamment, et ça je suis en train de travailler dessus parce que je ne l'ai pas retrouvé, je travaille dessus, je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais vous avez dans la première salve d'études, donc l'année dernière, en 2024, il y a eu une première fenêtre d'étude de ce projet de loi sur l'euthanasie sans limite.
Et un amendement avait été passé pour faire en sorte que que les décès par euthanasie ne soient pas comptabilisés comme euthanasie, mais comme mort naturelle. Il y a un amendement qui avait été déposé, qui avait été voté dans la première fenêtre, et j'arrive pas à retrouver s'il a été voté dans la deuxième fenêtre, donc tout récemment en commission, et qu'il sera donc soumis à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Mais rendez-vous compte, c'est exactement comme le Covid, quand on mettait décès Covid sur tout et n'importe quoi. C'est exactement pareil. C'est pour ça que la mobilisation me semble trop faible. Et je le redis, j'en ai absolument rien à foutre que ce soit mal vu ou mal perçu. Certains qui vont peut-être commencer à dire à juste milieu, il s'acharne avec ça, il veut en faire sa cause et tout. J'ai déjà suffisamment expliqué que c'était pas ma cause, que l'importance numéro 1 était d'alerter les gens et qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que demain, vous avez un Covid qui revient, on pourra vous euthanasier en toute tranquillité, mort naturelle, rouler jeunesse, personne ne sera au courant. Et que les fact-checkers viennent m'expliquer que c'est faux, en l'état du texte qui va être soumis à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient que c'est la quintessence du pire de ce qui a pu être fait pendant le Covid, et qu'en cas de Covid, ils pourront réussir à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant le Covid. C'est pour ça qu'il faut lutter en amont. Il faut lutter en amont, sinon ce sera trop tard. Évidemment trop tard. Donc voilà les amis. Évidemment, je vois, il y a le petit go qui dit dans le chat, Sandrine Rousseau qui a demandé l'euthanasie des étrangers en situation irrégulière. Voilà. Imaginez si le RN avait demandé ça, tu sais. Ils sont tellement en roue libre que Sandrine Rousseau te dit en toute tranquillité, je vais vous montrer, en toute tranquillité, elle te dit, ce serait une super chose, l'euthanasie pour les étrangers, quoi. Tu vois, regarde, c'était cette séquence-là. Demander ensuite Madame Simonet. Alors, je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir, eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Toute personne qui... Oui, mais... Il n'y a pas que la nationalité. Il y a la nationalité, mais il y a aussi le fait... Résidence stable. Oui, mais résidence stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Un étranger qui est en résidence. Oui, mais ça veut dire, en fait, un étranger qui est en condition régulière, qui est... globalement quand même si, parce que qu'est-ce qu'on va... Enfin oui, ça va se recouper à un moment, on est d'accord. Donc moi je voudrais que, déjà que les étrangers qui sont pas en situation régulière ont quand même des conditions de vie terribles, si en plus au moment de la mort on leur refuse un droit fondamental, il me semble que ça n'est pas humain. Voilà, donc je vous invite à l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau des débats. Alors, non seulement ça nous plonge dans une réunion marketing d'une PME de merde, avec Sandrine Rousseau qui serait un peu, tu sais, la dame qui fait du marketing depuis 15 ans, qui est absolument pas rompue aux méthodes contemporaines, mais qui s'accroche à ces petits trucs et qui vient casser les couilles à tout le monde pour appliquer ces méthodes d'un autre siècle, tu vois. Mais là, en plus, on parle de la mort des gens. Et en toute tranquillité, elle te dit non, mais pour les étrangers en situation régulière ou pas régulière, à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Donc, il faut leur ouvrir ça. C'est la liberté, c'est la vie, tu vois. C'est l'humanité. Mais t'imagines on parlait de l'extrême droite. T'imagines Jean-Marie Le Pen? Je constate une fois de plus ce soir l'impossibilité qui est faite aux Maghrébins de ne pas pouvoir avoir recours à l'euthanasie. Alors je propose ce recours à l'euthanasie, excusez-moi. Non mais c'est une blague, tu vois. S'il avait dit ça, mais il aurait été condamné 250 fois. Et là, on a la Greta Thunberg ménopausée, elle a dit ça et ça roule, tu vois. C'est quand même une blague, tu vois. C'est extraordinaire. En vrai, c'est extraordinaire. Et je trouve ça bluffant. Pour vous dire à quel point ces débats retournent énormément de choses, y compris le débat politique en lui-même. C'est-à-dire... Ça démontre la supercherie des positions des uns et des autres, où aujourd'hui une écolo complètement demeurée, et je pèse mes mots, te dit mais en fait l'euthanasie pour les étrangers c'est génial.
Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous vous foutez de la gueule de qui? Donc, c'est complètement dingue. C'est complètement dingo. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a évoqué de toute façon dans la vidéo qui a été faite il y a 2 jours sur Twitch et qui sort sur YouTube ce soir à 19h. C'est l'extrait qui sort et je compte sur vous, les amis, pour le relayer. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat sur le rôle clair de la franc-maçonnerie. On l'a dit du côté de la Grande Loge de France. Donc j'ai exposé les raisons, hein, la proximité entre Olivier Falorni et la DMD, qui est une association ouvertement franc-maçonne. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Alors sur les médias mainstream, c'est pas un secret, mais sur les médias alternatifs, il va falloir faire le clair sur qui est qui. Parce que ça fait quand même pas mal de gens qui expliquent leurs liens passés. À chaque fois, c'est des liens passés avec la franc-maçonnerie. Quitte à être complotiste, autant l'être sur nous-mêmes. S'il y a un tel silence dans les médias alternatifs, est-ce que ça peut s'expliquer pour ça? Voilà, à un moment donné, ce sujet me semble tellement important que j'ai envie de ne faire l'impasse sur rien et sur aucune possibilité. Donc, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire ceux qui n'en parlent pas sont francs-maçons. Ce serait ridicule de ma part, ce serait absolument con. Donc, je précise, ça n'est pas du tout mon idée. Mais je pense à Alexandre Langlois, qui est tout à fait sympathique, qu'on avait d'ailleurs dans les pages du banquet, dans les pages de Juste Mensuel, pardon, pendant un paquet de numéros, donc que je salue et que j'embrasse, qui est un mec tout à fait sympathique. Il a des liens passés avec la franc-maçonnerie, il l'a dit sur Toxin. Grand bien lui fasse, il n'y a pas de problème, mais il faut être quand même au clair sur les autres. Sur les autres. Là, je ne sais plus dans quelle émission, chez Fabrice Divisio, je crois, il y avait un père qui expliquait qu'il avait été franc-maçon pendant 30 ans. Donc j'ai l'impression que les masques tombent à une vitesse folle et que dans notre camp de complotistes, où on est en plein fantasme de la franc-maçonnerie, plus ça va, plus on en entend parler dans nos propres rangs. Donc, j'aimerais juste qu'on soit à peu près au clair, tu vois, qu'on soit à peu près au clair là-dessus. Même certains youtubeurs bien connus qui ont fait des aveux, qui ont dit dans des vidéos en toute tranquillité qu'ils ont fait partie de la franc-maçonnerie, c'est pas grave en soi. Mais quand on passe nos journées à dénoncer ce genre de choses, le jour où il y a des questions chaudes qui sont ouvertement poussées par la franc-maçonnerie, faudrait être au courant de qui est qui. Parce que sinon, ça peut être problématique. Et on peut contribuer à tromper des gens qui pensent avoir un discours alternatif, alors qu'en fait, ça va dans le même sens. Donc, je pense qu'il faut aussi assumer cette question-là, mettre les pieds dans le plat. Il faudrait mettre les pieds dans le plat là-dessus. Et je le redis, pour être très clair, qu'il n'y ait aucune incompréhension et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est la liberté éditoriale de chacun de parler ou pas de sujets de l'euthanasie. Ceux qui n'en parlent pas ne sont pas nécessairement francs-maçons, il ne faut pas déconner non plus. J'ai pas parlé de plein de sujets dont les autres ont parlé, ça fait pas de moi un islamiste ou un franc-maçon ou je ne sais quoi. Il ne faut pas déconner non plus. Je dis juste que je vois beaucoup de gens sur les médias alternatifs, de plus en plus de gens sur les médias alternatifs qui font tomber le masque de la franc-maçonnerie en toute tranquillité. Et ça m'interpelle. Voilà, ça m'interpelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'interpelle. Philanthrope qui dit tu fais plus d'interviews, Rémi. On a un interview qui arrive la semaine prochaine. Ce serait cool face à Chapoutot, dit Philanthrope. J'aimerais beaucoup, mais je suis pas certain, malheureusement, qu'il n'acceptasse, parce que j'ai peur d'être rangé du côté du Troisième Reich. Anarchy08 qui dit manquerait plus qu'ils soient tous francs-maçons sauf toi. Non, mais voilà, je précise qu'il n'y a aucun malentendu, parce que en plus, ce qui serait complètement con de ma part, évidemment. Mais je dis juste que ça m'a interpellé, quoi. Ça m'a interpellé. Voilà, je le dis. Il n'y a pas de problème. Mais en général, j'en ai rien à foutre. Mais là, tu as un projet qui est ouvertement poussé par la franc-maçonnerie. Donc, je trouve ça curieux. Moi, je veux bien qu'on fasse 250 vidéos sur la bite à Brigitte. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sujets qui doivent intéresser les gens, qui doivent interpeller les gens. Et l'intérêt, on le crée aussi. Donc, au bout d'un moment, c'est notre rôle en tant que média alternatif d'aller chercher ce genre de sujets et que les sujets ne sont pas naturellement chauds. C'est aussi ça le travail de lanceur d'alerte, c'est de parler de ce dont les gens ne sont pas au courant. Et ce qui va créer l'intérêt. C'est ça qui m'emmerde aussi un petit peu. Div Power 1, 2, 3 qui dit bonjour, je ne crois pas au juste milieu, nous sommes 100% quelque chose en opinion, tout à fait. Je conçois tout de même qu'une opinion peut évoluer dans le temps. Ah mais complètement d'accord, hein. Le juste milieu n'est pas la neutralité, hein. Je l'ai déjà dit, hein. On est complètement d'accord avec ça. C'est le point d'équilibre entre deux extrêmes. Célix Salba qui nous dit j'avoue que personnellement je trouve que beaucoup de gens avouent avoir été francs-maçons. Et Claquins qui dit va savoir, Rémi dit toujours qu'on n'a pas besoin d'être complotiste, qu'il suffit de les lire. Ah oui, complètement. Ninku, qu'est-ce que tu comptes parler de l'accusation de VSS visant Dany de la chaîne Twitch Zawa?
prod anciennement nommé Danny Heraz. Alors honnêtement, je connais de noms, mais je sais pas trop qui ils sont, je sais pas trop qui ils font. J'essaie de m'intéresser un peu plus au YouTube Game, aux collègues, mais il y a beaucoup de choses passionnantes, beaucoup de choses très intéressantes, donc j'arrive pas à tout regarder. Donc ouais, non, je sais pas trop. En fait, j'ai aucune idée de cette affaire, très honnêtement. Manu Kochi qui dit Nicolas Bouvier est le seul au début de ses vidéos à dire qu'il n'a ni conflit d'intérêt ni franc-maçon. C'est vrai, et ça c'est vrai, il faut rendre hommage à l'ami Nicolas Bouvier qui fait un travail extraordinaire de manière générale d'ailleurs, et qui précise ça, et je suis complètement d'accord, c'est une très bonne démarche, et je le précise aussi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est celui qui me lie à la boîte suisse dans laquelle j'ai incubé Juste Milieu, donc la société Juste Milieu. Ça, c'est connu, Blast l'a renseigné, donc tout le monde est au courant, ou peut être au courant, et je ne suis évidemment pas franc-maçon. De toute façon, je suis nul en bricolage. Je ne suis même pas maçon. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ninku qui dit c'est les streamers très proches de LFI. Non, mais je vois à peu près la tête des types. Je vois à peu près leur taf, mais de loin, quoi. De loin, j'ai jamais trop regardé. Ils font sûrement un très bon boulot. Après, oui, quand tu dis... attends, c'est pas Mediapart qui leur a mis un tir aussi? Je sais plus. Enfin, oui, des histoires, quoi. Je sais plus. Voilà. Alors, on y va, les amis. On enchaîne, après je reprends quelques petites questions. Mais je voulais vous faire un coup de gueule. Alors, vous allez dire, c'est un sujet à la con, mais il y a un lien. Il y a un lien, vous allez voir. C'est hautement intelligent. Si, vous allez voir. Dans l'émission Top Chef. Alors, pas de panique. Vous allez voir, tout va bien. Dans l'émission Top Chef, que j'aime beaucoup. Voilà, on est vendredi, c'est les confessions. J'aime beaucoup Top Chef parce que j'aime beaucoup la cuisine. J'essaie d'apprendre à cuisiner en ce moment là, ça fait 1 an, je m'y file un peu. Je trouve ça passionnant, j'adore ça, j'adore apprendre, machin, c'est super, on se régale. Donc Top Chef, je trouve ça plutôt cool parce que c'est une émission qui a gardé un peu son âme. Alors c'est vrai que tu as la musique de Gladiator sur la cuisson d'un gratin et tu te dis, bon, est-ce qu'il y a de quoi se mettre à trembler des fesses pour la découpe d'une ravioli? Je suis pas sûr, mais bon, c'est de la téloche, faut quand même tenir les gens en haleine, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Mais j'aime bien Top Chef, c'est la 16e saison, c'est resté dans l'esprit, c'est resté dans son âme. Tu vois des types d'une très grande qualité, mais vraiment des jeunes mais qui sont des génies, qui sont des artistes. Et c'est ce qui me plaît dans la cuisine, c'est que je trouve que tu as ce savant mélange entre l'art et l'artisanat. C'est la même racine et au fond c'est la même chose, mais l'artisanat, on imagine voilà, un ébéniste, un boulanger, un menuisier, un cuisinier. L'art, on imagine le peintre, l'écrivain, l'acteur de théâtre, ce que vous voulez. Et je trouve que la cuisine, c'est la parfaite jonction des deux, où tu as l'artisanat du travail de la matière brute, du travail de la bonne viande, du beau légume, de la belle épice. Et tu peux avoir des assiettes qui ont tout d'un chef-d'œuvre, en vérité, qui ont tout d'un tableau. Et c'est ce que j'aime. Et l'émission de Top Chef met ça en avant, puis tu apprends certains trucs sur des techniques de cuisson, sur des goûts et compagnie. Et franchement, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Donc, j'aime bien l'émission. Bref, donc cette année, je regarde. Et bon, alors, limite, je vais vous la faire courte. Hein. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, machin. Il y a des épreuves, ils cuisinent, ils gagnent, ils perdent. Voilà, c'est réglé. Mais ils sont en train de nous imposer un type qui est la synthèse de l'époque. Ce monsieur s'appelle François-Régis Gaudry. Il est critique gastronomique. Et je vais vous montrer un extrait de l'émission de ce mercredi pour que vous compreniez comment le Couze parle aux candidats. L'original ? Ouais. Visuellement, on est comment, François-Régis ? On retrouve globalement une organisation similaire. La préparation sous ce petit voile noir, on est à peu près conforme à l'original. J'imagine que ça, c'est votre friture. Exactement, c'est la partie friture. D'accord. La sauce, vous avez détecté effectivement une double sauce. Une sauce à l'extérieur, une sauce à cœur, une huile... L'olive, une huile verte, une huile parfumée. Parfumée, oui. Voilà. Après, on va dire que nos amis ont pris quelques libertés. Avec des choses qui sont pour le coup un peu plus perturbantes. Cet élément-là, par exemple, on est un petit peu éloigné de ça. Tout à fait. Visuellement, Margot et Esteban sont assez proches de l'assiette d'origine. Qu'en est-il de l'assiette réalisée par Sean et Quentin ? Are you ready? Oh,
Voilà, bon. Je vous passe la séquence, vous avez l'esprit du bordel. Alors, on va y aller plein badin, j'assume, c'est l'instant grenouille. Alors, vous allez me dire, Rémi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais vous allez voir, ce coup de gueule a un sens avec l'époque. L'époque. Parce que François-Régis Gaudry, c'est qui? On va regarder sa fiche Wikipédia. Parce que tu vois un type, la séquence que je vous montre, alors, que vous aimiez Top Chef ou pas, on s'en cire, c'est pas ça, c'est pas par rapport à l'émission en tant que telle. Mais je trouve qu'il est le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. En gros, dans l'émission, souvent, les cuistots, les candidats se font goûter, si j'ose dire, se font goûter leur plat par des grands chefs. Des grands chefs étoilés, donc tu vois des gigantesques tauliers, français comme étrangers, t'as des types, t'as 250 000 étoiles dans leur resto, t'as que des tauliers, t'as que des grands cuisiniers, t'as que des géants, tu vois. Et ils régalent, en fait, ils régalent. Et t'en as quasiment pas un qui est malveillant avec les candidats, qui leur parle mal, qui les prend de haut. Tu vois, t'en as aucun. Alors que les mecs, ils ont 40 ans de casserole, ils mettraient des branlées à tout le monde sur la cuisson d'une omelette, ils pourraient avoir le melon, tu vois. Et en fait, non. En fait, ils sont respectueux, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils font des retours argumentés, sympas et tout machin. Et t'as François-Régis Gaudry qui déboule, tu vois, et déjà, il fait un truc qui me rend fou. Là, c'est coup de gueule, je suis seul dans le bureau, on y va plein badin. Il fait un truc d'immense connard, de gigantesque pompe à vélo. C'est parler en fronçant le front, comme ça. Ça, c'est un truc de connard. Alors, si vous le faites, arrêtez immédiatement. Si vous le faites pas et que vous connaissez des gens qui le font, vous leur pétez les genoux. Les genoux, les jambes, vous choisissez. Parce que ça, c'est un truc de connard. Curieusement, Macron le fait. C'est parler, regarder vers le bas, froncer le front. Comme ça. Froncer les rides du front. Là. C'est un truc de gigantesque connard. Ça te donne l'air de... En fait, ce que je dis est tellement puissant que mon cerveau est tellement gigantesque que tu as vu, je dois froncer, en fait. Je dois froncer la peau parce qu'il n'y a plus de place. Il prend trop de place, mon cerveau. Et comme toi, tu vas rien comprendre, tu vois, je te regarde un peu d'en bas parce que tu es une curiosité. On est dans un cabinet de curiosité, t'es une boule à facettes. Et donc, ça, c'est un truc de connard. Glucksmann le fait, Macron le fait. Tous les gens qui me parlent de cette manière-là, d'entrée de jeu, je les méprise. Et je sais qu'on va passer un mauvais moment. Et c'est relativement rare. Hein. Vraiment, c'est relativement rare. Mais observez Macron, il le fait très souvent. Et je parle bien, pas comme je fais là. Tu sais, quand tu veux appuyer un propos, tu ouvres un peu les yeux, ça va naturellement froncer le front. Je te parle du mec qui fronce et qui regarde avec ce petit truc un peu par le bas, tu vois. L'illustration, elle est là. Hein. C'est exactement ce qu'il fait, cette pompe. Tu vois? Regardez bien, tu vois? C'est ça. Hein. Liberté? Voilà, tac. C'est exactement ça, tu vois? C'est exactement ça. Yann Moix le fait, absolument. Et donc, tu dis, bon, t'as des chefs 250 000 étoiles qui sont beaucoup plus sympathiques, qui parlent avec beaucoup plus d'empathie, de générosité que ce guignol. Tu dis, bon, bah dans ce cas-là, François-Régis Gaudry, il doit peser, tu vois. Ça doit être un type qui a au moins un bagage, tu vois. Et ben en fait, tu regardes sa fiche Wikipédia. Et tu vois, bon, il est né à Sainte-Foy-les-Lyons, ça on s'en branle. Après une année d'hypocagne au lycée Édouard Herriot à Lyon, il entre à l'Institut d'études politiques de Paris, donc Sciences Po Paris, et en sort diplômé en 97. Il suit également des études de lettres de l'université de Jussieu. Donc en fait, c'est un putain de journaliste. François-Régis Gaudry, il est tout à fait sympatoche, il fait des émissions sur France Inter, sur France Culture, sur France Connard, il est partout. Paris Première, il a une émission qui s'appelle Très Très Bon, super la revue marketing pour trouver le nom. En fait, il est journaliste. Donc, tu as écrit des papiers, tu as un stylo, tu écrit des paplards, et tu es connu pour être critique gastronomique. Mais en termes de gastronomie, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait. T'as jamais été restaurateur, t'as jamais été étoilé, tu sais pas en fait. Alors il fait un peu des tutos recettes pour France Inter, je sais pas quoi. Je l'ai déjà vu cuisiner des conneries pour France Inter, pour la guignolerie, tu vois. Mais au-delà de ça, il se passe rien. Donc en fait tu es le fruit de rien d'une certaine manière. Tu vois, c'est ça. Il fait des petits trucs sur France Inter parce que ça fait des vues, que le mec est critique gastronomique connu, donc on peut y aller, tu vois. Mais au départ, t'es un journaliste. Donc t'es le fruit de rien. En termes de gastronomie pure, tu ne fais rien. Tu critiques le travail des autres. Et ce qui est très bien. Je fais pas beaucoup mieux en critiquant la politique et compagnie, le cul sur ma chaise. Mais il faut au moins avoir de l'empathie.
Faut au moins être gentil. Et le mec met des branlées quand il donne son avis, et ça me rend fou. Et il est le symbole d'une époque. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un coup de gueule, parce que François-Régis Gaudry est le symbole de ces gens de rien, qui ont construit une carrière, soit grâce au fait d'être bien nés, d'être sortis de la cuisse de Jupiter, comme on dit, soit qui ont construit leur carrière sur la critique du travail des autres. Ces gens de rien qui sont devenus quelque chose grâce au travail des autres ou grâce aux autres. Et je trouve que François-Régis Gaudry, c'est la macronisation de la société. Tu vois, parfois, on te parle de l'ubérisation et compagnie. Et bien, ce type-là, il m'a fait naître ça en moi. Et je sais que tout le monde s'en fout de ce coup de gueule. Et moi, j'avais envie de vous le partager. Je l'ai dans le cœur, je l'ai dans les tripes. Fallait que je vous en parle, les copains, parce que c'est un truc qui me rend dingue. Ces gens de rien, aujourd'hui, qu'on hisse de partout, comme les experts, tu vois, les experts en tout, sur les plateaux TV, tu as des experts en tout, tu vois. Et en fait, ils sont experts en commentaires. C'est-à-dire, le mec, il est expert justice, il a jamais foutu ses pieds dans un tribunal. Le lendemain, il est expert jardinage, il a jamais tendu quelque chose, autre chose que sa barbe ou son zub, tu vois. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, en fait. Ces gens qui se hissent au rang de quelque chose grâce aux commentaires, en fait. Grâce aux justes commentaires. Et ça m'emmerde. Donc, je sais qu'avec Juste Milieu, je fais pas beaucoup mieux par moment, mais tu vois, je m'y file. L'analyse dont je vous parlais sur Emmanuel Macron est-il fasciste, ben, j'ai pris des heures. J'ai pris des jours pour travailler ça, pour essayer de m'y filer, pour essayer de vous proposer quelque chose d'autre que du simple commentaire. J'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai réfléchi. On fait Juste Mensuel, on fait le banquet. Je tourne mes vidéos, je prépare mes vidéos, je vais faire des blagues sur scène. J'essaie de faire quelque chose. Alors c'est rarement parfait, c'est jamais parfait même, c'est même souvent mauvais, il y en a qui détestent et ils ont le droit, mais j'essaie de faire quelque chose, j'essaie de m'y filer, de pas être dans le commentaire pur en fait, et de s'engraisser dans l'idée de ma critique est suffisamment nécessaire, suffisamment utile, qu'elle peut mettre à bas le travail de quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Alors, il faudra toujours des critiques, il n'y a pas de problème. Mais je trouve juste que quand vous êtes le fruit de rien et quand vous êtes devenu quelque chose grâce à un travail que vous critiquez mais que vous n'avez jamais fait et que vous ne savez pas faire, eh ben, il faut avoir de l'humilité. Il faut au moins avoir de l'humilité, il faut au moins avoir de l'empathie, avoir de la gentillesse et mettre les formes. Mettre l'humilité en disant « Moi, François-Régis Gaudry, je vais critiquer ton travail à toi, candidat Top Chef, mais je vais, par ma voix, par mon attitude, par mon visage, je vais te montrer que je ne suis pas au-dessus de toi. Et que si je suis là, c'est grâce au travail de gens comme toi qui m'ont permis d'être connu comme un rien qui est devenu quelque chose grâce à vous. Et ça, c'est la macronisation de la société. Parce que Macron, c'est pareil. C'est un rien finalement peu capable. Il faut voir le témoignage de ses collègues quand il était banquier d'affaires chez Rothschild. Il y en a un qui avait été interviewé, je crois que c'est Marc Andevelde qui relaie ça, qui explique que le mec était tout à fait moyenasse. Et qu'en fait, Macron est devenu quelque chose grâce à une somme de gens qui ont fait. Grâce à des milliardaires, grâce à des machins, grâce à des bidules. Alors, évidemment que ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de te dire que François-Régis Gaudry, c'est Macron. Mais voilà, n'oublions pas, les amis, qu'il faut faire des choses et que si vous êtes dans la critique permanente, ayez au moins l'humilité. Sinon, vous êtes une merde. Je suis désolé d'être un peu rude, mais sinon, vous êtes une merde. En fait, d'être tout le temps... Tu vois, je pense à la situation dans un couple. En fait, femme ou homme, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas une question de faire du féminisme à 2 balles, mais tu sais, t'en as toujours un qui fait la vaisselle, tu vois. Ben en fait, le jour où l'autre, femme ou homme, il déboule et il dit « Ouais, il y a des traces, ça fait 14 fois que je te le dis. » Et qu'en fait, la femme ou l'homme, on s'en fout, n'a jamais fait la vaisselle et il serait pas foutu de le faire, et ben en fait, tu lui claques le plat à four dans la gueule. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça bouffe nos sociétés. Voilà. C'est le message que je voulais porter aujourd'hui. Comment on part de François-Régis Gaudry à un plat à four dans la gueule. Et ça me semble très important. Je voulais livrer ça, les amis. Je l'avais sur le cœur, je l'avais dans le bide, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire, les amis, parce que ça m'énerve, ça m'agace, et quand je suis agacé, je me livre. Voilà, c'est important. Alors peut-être que vous en avez rien à foutre, mais je trouve que ça permet une réflexion, voilà, qui me plaît. Il y a Anarchy08, je prends vos commentaires, qui dit « Après Rémi, c'est le principe d'un critique. Quelque part, même si je comprends qu'il pourrait être plus aimable, c'est son rôle d'être intransigeant. » Mais je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois pas. Parce que, enfin,
T'es intransigeant par rapport à quoi? Ok, t'as peut-être goûté 200 millions de plats juste avant. Ok, t'as peut-être un palais super aiguisé, mais tu ne fais pas. Tu n'as pas fait. Une carrière sur le commentaire, c'est... comment dire? C'est toute la différence entre l'être et le faire, finalement. Je crois que c'est René Girard aussi. C'est toute la différence entre l'être et le faire. Tu peux être le meilleur critique gastronomique du monde, ben ça ne vaudra pas la réalisation d'une mayonnaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir l'intransigeance de l'expérience de ce que tu as goûté. Mais je trouve ça difficile. Je trouve qu'à un moment donné, il y a une sorte de plafond de verre quand tu ne confrontes pas au faire. F-A-I-R-E. Tu ne te confrontes pas à l'exercice de ce que tu critiques. Parce que ça pousse à la facilité. Je veux dire, moi, je pourrais critiquer des maisons. Bon, là, elle est jolie, là, elle n'est pas jolie. Le toit, il est beau, il n'est pas beau. Le bois utilisé, il est joli, il n'est pas joli. Bon, d'accord. Mais en fait, si je n'ai aucune idée de comment on fabrique ne serait-ce qu'un mur, même si j'ai observé 250 000 baraques dans ma vie, je ne saurais pas le faire. Donc, je ne pourrais même pas critiquer le fruit de mon propre travail. Et c'est là où je trouve que c'est pas grave, c'est parce qu'il change la face du monde. Et je vous propose une réflexion qui est certes pas fondamentale, mais je trouve qui est l'un des problèmes de nos sociétés. Il y a peut-être trop de gens qui se hissent comme ça à des niveaux, qui se racontent justement des histoires d'intransigeance, de dire ouais, mais parce que je connais machin bidule, et qui ont en fait ont oublié la curiosité de faire, tu vois, la curiosité de comment on fait. Et je pense sincèrement que aimer un art, aimer quelque chose, c'est avoir l'humilité de d'abord comprendre comment c'est fait. Peut-être pas d'abord, mais critiquer si on veut, mais comprendre comment on fait. Et la compréhension de l'art pousse justement à l'humilité. Quand tu te dis, mais attends, en fait, parce que j'ai bouffé dans 14 étoilés, je me prends pour un fada, mais en fait, je sais pas comment on fait cuire un steak à cœur, on le fait cuire parfaitement pour avoir cette couche de croustillante et de croustillance, et le cœur qui est bien rouge, bien rose comme on aime, et ben en fait, je suis une merde. Donc je vais d'abord faire cuire mon steak, et après, j'irai faire des leçons aux cuisiniers. Tu vois, par exemple, à l'inverse, pour moi, un Philippe Etchebest est beaucoup plus pertinent. Ok, il va faire de la télé. Ok, Cauchemar en cuisine, il va être intransigeant pour les caméras, faut que ça fasse du buzz et de l'audience. Mais qui peut regarder Philippe Etchebest dans les yeux et lui dire vous savez pas de quoi vous parlez? C'est là où, en plus, Top Chef donne exemple et contre-exemple. C'est-à-dire que l'avis de François-Régis Gaudry est mis au même niveau que des chefs 300 000 étoiles. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que l'émission donne justement l'exemple et le contre-exemple. Un Philippe Etchebest, je trouve respect, tu vois, gros respect. Et un François-Régis Gaudry, bah, c'est une pompe à vélo. Donc voilà. Alors il y a News 2000 qui fait un commentaire qui me fait chier, qui dit, alors, je le dis en toute amitié évidemment, il joue un rôle, c'est tout, faut pas prendre ça au premier degré, et puis c'est que de la TV, donc faut pas chercher la qualité. Oui, non mais les amis, ça m'empêche pas de proposer une critique et une réflexion plus large. Hein, ça part de ça, mais c'est pas que ça. On peut se détendre et ouvrir son cerveau aussi. Anarchy08 qui dit « T'as bien des critiques d'art qui n'ont jamais pratiqué d'activités artistiques. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il n'ait jamais pratiqué, c'est plutôt que sa critique n'est pas constructive. » Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est un débat intéressant. Mais je pense sincèrement que l'amour de l'art pousse à la pratique, ou en tout cas à la volonté de l'apprentissage, de la compréhension, et donc à l'humilité. Et je ne vois pas comment on peut critiquer une pratique, un art, quelque chose, pendant des années, créer une notoriété là-dessus, sans jamais s'y être confronté. Et quand je dis s'y être confronté, c'est pas forcément devenir un expert, devenir quelqu'un de très fort. Il y a Becky Boy dans le chat qui dit exemple dans le foot, Riolo. Bon bah, comment il s'appelle, Daniel Riolo, c'est un type effectivement qui est commentateur sportif, qui critique le foot. Après, je connais pas sa vie, c'est une supposition parce que je sais pas. Mais peut-être que Riolo joue au foot le dimanche dans un club amateur.
Tu vois, il sait ce que c'est taper dans un ballon. T'as pas besoin de gagner la Ligue des Champions. Tu sais ce que c'est courir, tu sais ce que c'est prendre un tacle, tu sais ce que c'est prendre un coup d'épaule, tu sais ce que c'est faire un centre. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'être expert, mais au moins se confronter à la pratique. Je trouve que c'est ce qui pousse à l'humilité et c'est ce qui pousse à l'admiration. Parce que, je veux dire, mettre des branlées, dire ouais, Mbappé il est nul. Bon, bah en fait, quand tu cours, quand tu essaies de faire un jongle, quand tu essaies de dribbler à pleine vitesse, tu dis putain, en fait, ok, j'aime pas Mbappé, il a fait ci, ça, mais quand même, ouais, j'ai essayé, c'est balèze, quoi. Et sans être ballon d'or. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être ballon d'or. Donc, c'est ce que je trouve intéressant et qui me semble être un rappel pertinent, mais de manière générale par rapport à l'époque dans laquelle on vit, où voilà quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Je voulais vous partager, je vais vous partager cette réflexion, les amis. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une Tomac qui pointe une contradiction dans mon discours et ça me fait plaisir, c'est pour ça que j'en parle avec vous. Qui dit tu ne peux pas dire ça pour Riolo et pas pour François-Régis Gaudry, du coup car tu ne sais pas s'il cuisine le week-end. Et ça c'est juste. Et là tu vois, tu marques un point de faiblesse dans mon discours, t'as raison. Peut-être que François-Régis Gaudry se confronte au moins à la cuisine dans son quotidien et que déjà ça donne cette légitimité-là. T'as raison. Tu vois, dans l'emballement, eh ben, c'est pour ça qu'on papote ensemble. Parce que j'aime bien vous pointer du doigt ce qui va pas aussi, parce que Dieu sait que j'en dis des conneries et je trouve ça intéressant. Et t'as raison, là tu m'as mis une fléchette dans la cible. Et ça c'est bien joué. Et ça me parle. Donc je vais arrêter cette émission, ça m'a vexé. Non, je rigole. Faut pas déconner. Non, attention, t'imagines la réaction du type ouais, c'est super, on peut discuter ensemble et il se tire. Ah bah non, c'est pas. Non, mais voilà, parce que je sais que j'ai une communauté de gens intelligents et de gens attentifs. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, et puis tu vois, là, je me fais engueuler par ma milieu, elle me dit, vas-y, tire-toi du travail et tout. Je dis, non, je suis avec les copains, j'ai pas envie. Pourquoi? C'est tout. Il n'y a pas besoin, c'est tout. Donc voilà les amis, ce coup de gueule que je voulais vous partager, alors qui n'est pas le sujet non plus de fou, mais quand même, j'avais envie. Les amis. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas les copains, s'il y a d'autres questions, pendant que je me prends un soufflet par ma milieu. Ah putain, mais j'ai pas fini, j'ai encore un petit truc à faire avant de partir. Dites-moi un petit peu, attends, est-ce que... Oui, si, oula, j'allais faire des bêtises. Ouille. Oui, j'allais oublier un truc. Non, il est complètement fada, le gars. Love Beaver qui nous dit salut Rémi, est-ce qu'il y a une émission à l'ère générale de prévu dans le futur? Pour l'instant, non. J'espère que ça. Faut qu'on en parle. Je vous avais expliqué les raisons la dernière fois. Blueby 3, à quand un feat avec Tabibian? Peut-être un jour, qui sait, peut-être un jour. Anarchy 08, à Aurore Berger l'a bien fait, se barrer en plein milieu de l'hémicycle après avoir été contredite. Bah justement, si ça peut m'éloigner d'Aurore Berger, ça m'arrange. Donc voilà un petit peu les copains. Chapitre qui dit viendras-tu te produire sur Le Havre? Ça fait partie des villes sur lesquelles on travaille l'année prochaine. Attendez, je réponds à ma milieu comme ça. Voilà, tac, voilà, allez, on gagne un peu de temps avec les copains au bistrot. Tu connais les techniques. Div Power 1, 2, 3 qui dit c'est quand ta prochaine pièce? Alors, sur le spectacle, les amis, sachez qu'on va tourner jusqu'à fin 2026. Ça, c'est acté, c'est arrêté. La tournée va continuer jusqu'à fin 2026. On a déjà des dates qui sont en train de se mettre en place dans des villes où on n'est pas allé. On a une super aventure là, qui va arriver en août. On vous annonce tout très bientôt. Donc, une surprise dans la tournée. Donc jusqu'à fin 2026 et après ça va s'arrêter. Je sais pas ce que je vais faire après, on va voir, réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que non, pour l'instant il y a rien de trop prévu, surtout que ça va s'arrêter fin 2026 et en 2027 c'est les présidentielles, donc il y aura je pense le temps d'observer l'actualité avant de revenir, même si j'ai pas envie que les présidentielles soient le moteur du nouveau spectacle. Mais sachez en tout cas que le spectacle Zinzin évolue beaucoup. Il m'a un petit peu échappé dans le sens où c'est lié à l'actualité tout en étant un vrai one-man show dans les règles de l'art, si j'ose dire, avec des sketchs. Donc c'est pas une heure de Rémi sur scène qui fait du stand-up en parlant de l'actualité.
Il y a 30 minutes comme ça environ au début, mais après, il y a des sketchs. Après, je vous invite dans des univers différents où je joue d'autres personnages, où on est plutôt éloigné de l'actu, en y étant un petit peu sans y être. Voilà, ceux qui l'ont vu dans le chat peuvent en témoigner. Hein, voilà, j'ai des témoins, j'ai des témoins. Et donc, voilà, je me régale à ça. La partie actualité évolue énormément parce que ça suit ce qui se passe. Donc, ça bouge. Il y a un sketch. Hein, j'ai écrit un sketch. Je joue un sketch actuellement qui s'appelle l'Eurovision en 2035 qui va changer. Je suis en train de travailler sur un nouveau sketch. Il y a un autre sketch qui s'appelle Journée de formation chez les fact-checkers qui est en train d'évoluer. Donc, en fait, le spectacle change beaucoup. La fin du spectacle change beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de faire un spectacle très vivant, si j'ose dire, qui change assez régulièrement. Et il y a déjà des gens qui sont venus le revoir et qui m'ont dit que ça avait évolué. Donc, c'est un peu l'esprit. C'est un peu l'esprit. En 2026, ça va déjà pas vraiment être le même spectacle qui va tourner. Et après, ce sera complètement nouveau. Donc, à voir. À voir, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de prévu pour l'après, pour l'instant. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur les extraterrestres. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai absolument rien à foutre. Enfin, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Alors, c'est sûrement passionnant, mais je rejoins, parce que ça me fait penser que quelqu'un en parle dans le chat. Il y a Mister Serizawa 76 qui parle d'Alexandre Astier. Alexandre Astier avait une réflexion que je trouvais passionnante sur les extraterrestres, justement, de dire, c'est pas du tout une question de savoir s'ils existent ou pas, mais c'est une question de se dire, dans l'hypothèse où une vie extraterrestre existe, ce qui laisse peu de doute en vérité, faut quand même un melon énorme pour se dire que les mecs vont traverser. On ne sait pas où ils sont. Hein. Je veux dire, ils sont quand même plus loin que le nord de la Belgique. Hein. Tu vois, Liège, après Uxelles, ils sont encore plus loin, les extraterrestres. Donc vraiment, ils ont de la route. Il faut 3-4 malbiches le coude à la fenêtre. Hein. Je veux dire, les extraterrestres, ils ont quand même ils ont un trajet. Hein. Faut quand même un boulard énorme pour se dire que le problème numéro 1 des extraterrestres, c'est de venir voir les humains. Je pense honnêtement que s'il y a des extraterrestres, ça on est d'accord, mais qu'à mon avis, ils sont en train de se taper un gigantesque guide du routard de tous les trucs stylés de l'univers, et je suis pas sûr qu'on soit en numéro 1. Parce que vraiment, t'imagines, Zooborg 42, il prend sa navette Dacia avec sa gonzesse, il met ses 3 gosses à l'arrière, mip mip, allez nous on va faire un tour. Il se promène dans l'univers, donc tu as des planètes, tu dois sûrement avoir des forces cosmiques qu'on n'imagine pas, tu dois avoir des fruits extraordinaires, genre des pavés de saumon qui poussent à même le sol, moi j'imagine comme ça, hein. Après chacun a ses fantasmes extraterrestres, hein. Tu dois avoir des énergies complètement folles, des planètes de tarés. Tu sais, par exemple, je sais pas, t'as décidé, t'es maigre. Moi, ça me plairait, cette planète, tu vois. La planète milieu. Il y a du saumon qui pousse, tu dégommes du saumon tous les jours, et tu fais, oh, c'est bon, je suis maigre. Et t'as une énergie qui fait t'es maigre. Bon, bah voilà. Bon, c'est pas cette planète. Bon. Donc, il doit y avoir des trucs de fada dans l'univers, c'est sûr et certain. Et tu te dis que t'as Zooborg 43, avec sa gonzesse, il lui dit Sylvie, parce qu'elle s'appelle Sylvie. Tu sais pas pourquoi sur cette planète, il y a des femmes, elles s'appellent Sylvie. C'est on ne sait pas pourquoi. Sylvie, tiens, ça te dit, j'ai entendu parler là une petite bourgade. Ils ont appelé ça la planète Terre. Il paraît que y a un président, il se tape sa prof de français, et que y a un grand pays, il est dirigé par un type qui a une moumoute orange. Est-ce que tu penses que Sylvie, la gonzesse de Zooborg 43, elle va lui dire, vas-y roule mon amour, direction la planète Terre, et ce soir on dort à Cabourg? Ben non en fait. Je suis pas certain en fait. Je pense qu'on a un boulard monstrueux et que notre planète, elle est cool. On fait des trucs stylés. Mais je suis pas certain que ce soit le top 3 des endroits à faire dans l'univers, en fait. Je suis franchement pas certain. Parce que c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Je suis sûr qu'il y a des planètes qui font des trucs beaucoup plus stylés que Aya Nakamura et Burger King. Faut quand même pas déconner. Alors, on fait des trucs bien, nous. T'as Mozart, t'as Einstein. Bon, on a quand même de quoi bricoler. Mais non, je peux pas même concevoir, si tu veux, parce que ça marche dans l'autre sens. Je peux pas concevoir que si un jour l'être humain invente le voyage dans l'univers, tu sais qu'on peut y aller ligne 12, ligne 13, boum, tu fais 3 milliards d'années-lumière de je sais pas quoi.
Je peux pas concevoir qu'on traverse tout ce bordel, qu'on invente des trucs de fou, et que tu arrives sur une planète qui s'appelle Xyloton 19, parce qu'il y a 2 fois Xyloton. J'ai fait exprès. Xyloton 19. T'arrives là-bas, tu te dis putain, ça va être un truc de dingue. J'ai posé mon dimanche, je traverse l'univers quand même. J'ai pas pris un Flixbus pour y aller. Et en fait, t'arrives sur Xyloton 19, on t'accueille avec un barbecue et des Birkenstock. Ah ben non, en fait. Si j'ai traversé l'univers, envoyez-moi des trucs un peu cool. Envoyez-moi, je sais pas, des mammouths à 8 têtes et qui, dans leurs mamelles, ils coulent de la Guinness. Faut qu'il y ait des trucs un peu bonnards, tu vois. Donc, mon raisonnement marche dans les 2 sens. Voilà. Tout ça pour dire que les extraterrestres, j'en ai rien à branler, mais vraiment, je pense que même que je les emmerde, les extraterrestres, et je leur dis, les gars, il y a autre chose à faire. Franchement, vous faites pas chier à venir voir la planète de Valérie Pécresse et Greta Thunberg. Vraiment, on n'est pas dans le top 3 de l'univers. C'est sûr et certain. Tu sais, t'as toujours des trucs d'influenceuses, de connasses, tu vois. Top 3, les trucs à faire à Châteauroux. Bon, ben voilà, nous, on n'est pas dans le top 3 de l'univers. Sur le TikTok universel, on n'y est pas. Mais c'est sûr et certain. C'est impossible autrement que notre planète, ce soit la meilleure. Pourquoi? On a des prises USB-C. Donc c'est ça qui va intéresser Xuborg 32, là, je sais plus comment il s'appelle, ce connard. On sait pas, en fait. Donc non, tu vas pas faire bander Xuborg avec des prises USB-C. Ou alors sa planète, c'est Châtelet-Léal, tu vois. Enfin, ça, voilà. Non, il y a un problème. Donc ma théorie marche dans les 2 sens, si tu veux. Pour moi, les extraterrestres existent, mais ils en ont absolument rien à branler de nous. Et dans l'autre sens, s'ils existent et qu'on va les croiser, ça fait chier quand même. Ça fait chier qu'ils soient comme nous. T'imagines 200 000 années-lumière, le premier à qui tu sers la pince sur cette planète, je sais pas, c'est un fan de Michel Sardou. C'est pas que j'aime pas Michel Sardou, mais tu te dis, putain, vous avez pas des chanteurs à vous quand même? Enfin, je sais pas, je vais en Espagne, ils ont des trucs sympas, ils font de la guitare. Là, j'ai fait 450 années-lumière. Et t'aimes bien Michel Sardou? Voilà. Donc tu vois, là, je viens de mettre une branlée à 40 ans de physique quantique. Tu vois de dire arrêtez de vous faire chier, ça sert à rien. Donc, tout ça pour dire que les extraterrestres, je les emmerde. Mais si, je les emmerde. Je pense que je les emmerde. Je pense que je m'en fous. Ils sont bien chez eux. Et puis, on va pas se faire grand remplacer par les extraterrestres. Tu imagines la discussion qui part en vrille. Non, mais non. Ouais, tu vois, 17h50. 17h50. Alors, il y a Stealth 5 qui dit pas d'accord. J'ai l'impression que Stealth 5, c'est un sujet qui te tient à cœur. Dis-moi ce que t'en penses, on papote avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, non, mais grave. Romano5962 qui dit pire encore, il peut tomber sur un fan de Joule. Ah, j'ai pas de problème avec Joule, mais t'imagines, putain, tu traverses l'univers. Putain, t'arrives sur une planète, t'es fatigué, dans la navette spatiale, il n'y a pas de place pour les genoux, t'en peux plus. T'arrives sur la planète, il se passe quoi dans l'aéroport? Dans les haut-parleurs de l'aéroport, il y a quoi? Wesh alors? Ah non. Ah non. Demi-tour, on retourne à Roubaix. Qu'est-ce qui se... Non, c'est pas possible. Non. En fait, je trouve l'idée des extraterrestres est passionnante. L'idée des extraterrestres est passionnante, mais pas pour qu'ils soient comme nous. Et dans l'autre sens, j'ose espérer qu'ils ont autre chose à branler que venir nous voir. De toute façon, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc ouais, non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu sais, il y a Rick Stadi qui dit xénophobe. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va avoir... T'imagines si on commence à avoir des problèmes de xénophobie interstellaire? Ah là, la France Insoumise, ils vont exploser. Déjà que, ils ont fait leur beurre sur les Arabes, sur tout ça, tu sais, le communautarisme de la France Insoumise. Ah, je suis lancé là. Là, je dis des vérités, j'en ai plus rien à branler. Si la France Insoumise, tu leur mets dans les pattes les communautés d'autres galaxies, le communautarisme, ils sont relancés pour 250 ans. Ah, je te le dis. Mais là, tu peux plus rien dire. Parce que si tu commences à dire, oui, mais quand même, sur Xylophon 42, quand même, ils sont pas super sympas. Et là, t'as Jean-Luc Mélenchon qui déboule, qui dit quoi? Comment ça, aliénophobe? Je le fais mal, mais je veux dire, t'imagines l'association Touche pas à mon alien? Avec Julien Drey qui va voler 4-5 montres, touche pas à mon alien. Alors il va voler des montres, des Rolex d'Interstellaire, donc c'est des autres Rolex, tu vois. Mais putain,
S'il commence à y avoir du racisme avec les autres planètes, on n'est pas sorti du sable. Hein. Parce qu'après, ils vont faire des collectes. Ils vont faire des manifestations place de la République. Donc, mais il n'y a que 365 jours dans l'année. Si tu veux faire des manifestations pour les autres planètes, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Donc c'est ça qui me fait peur. Moi, en fait, je pense à ça. Si je vous dis tout ça sur les extraterrestres, je pense au calendrier de la place de la République. On va manifester comment et Mélenchon, quand il va s'énerver dans une porte, la République intergalactique, c'est moi. Ouais, non, mais alors, attends, parce qu'on a vu des films avec un type qui s'appelait Palpatine, c'était pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, non. Non, franchement, Star Wars, c'est passionnant comme film, j'adore. Mais t'imagines, je veux dire, Star Wars dans la vraie vie, ouais, t'en peux plus, c'est relou. Ah non, non, mais c'est chiant. Si tu commences à avoir deux Wookiees qui viennent chialer parce qu'en fait, le Wookiee, il se sent, je sais pas quoi, il se sent licorne. En fait, Maître Yoda, tu te rends compte que finalement, il a les cheveux bleus et qu'en fait, Maître Yoda, faut l'appeler Simone. Putain, Obi-Wan Kenobi, en fait, il est transgenre. C'est Jean-Jacques Kennedy. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Non, mais ça va être imblairable. Star Wars, c'est bien, mais en 1980. Parce que Star Wars, dans le vrai monde, je peux te dire que c'est insupportable. Dark Vador, bonjour, je suis ton père. Alors attends, avec une FIV ou une GPA? Non, mais attends. Et voilà, vous m'avez énervé. Je suis en train de me projeter là avec ces histoires d'extraterrestres. Je les encule, les extraterrestres. Je vais vous le dire immédiatement. Princesse Leia avec sa coiffure de merde. Déjà, c'était insupportable en 1980. Si en plus Princesse Leia, elle a de la barbe. Ah ben non, je m'appelle pas Princesse Leia, je m'appelle Conchita Wurst. Ah oui, mais on a déjà eu. Oui, mais j'embrasse mon frère. Ah bon, bah ça va. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans les temps. Ça, c'est 2025. Ouais, non, mais attends. Non, mais en fait, ça me fait chier, ces histoires d'extraterrestres. Bah, tu vois, j'étais vendredi, j'étais détendu, je voulais faire une émission foire aux questions. Alors, Rémi, tu préfères la paella ou les asticots? Bon, d'accord. Mais là, vous me lancez sur des trucs où, en fait, Star Wars woke dans le vrai monde, comment ça se passe? Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Donc les extraterrestres, moi je te le dis, ils restent chez eux. Attention quand même. Ils restent chez eux et les sous-coupes seront bien gardées. Parce que je sens que ça va m'emmerder cette histoire. S'ils déboulent là, les Ewoks, faudra dire quoi? Ah ouais, j'ai vu des petits Ewoks dans la forêt. Ah ben non, faut pas dire petits. Vous êtes nanophobe. Ah, mais on va plus s'en sortir. Alors, ceux qui n'ont pas les refs ne comprennent rien. Ceux qui n'ont pas vu Star Wars ne comprennent rien. Eh ben, tant pis pour vous. Mais non, mais ça va commencer à me faire chier, en fait. Moi, je me projette, je suis désolé. Tous les Stephen Hawking, là, les spécialistes des ovnis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. C'est pas ça le sujet. C'est pas les extraterrestres existent ou n'existent pas. Je veux dire, à partir du moment où Bilal Hassani, il existe, les extraterrestres, ils existent. Je veux dire, c'est possible. Il faut y croire, je veux dire. S'il n'y a pas de problème. La question, bien sûr qu'ils existent. Tout existe. T'as écouté les Kids United? Bon, bah si on a pondu ça, le mec qui a pondu l'univers, il a quand même foutu 3-4 aliens fluo dans un coin. Histoire de dire, bon, bah si ça marche pas, les grands dadés en chair, on ira chercher Juglon et ses potes, tu vois. Donc bon, évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe, les extraterrestres. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie de les croiser? Bon, ben ça, j'ai expliqué. Et non, on n'a pas envie. Donc ça, j'ai démontré. Voilà. Sujet suivant. Ah, vous m'avez lancé. Ça n'a... Je sais pas ce qui vient de se passer. J'ai tout oublié. Ah, j'ai perdu les pédales. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, non, c'est parti vite. Hein. Vous m'avez lancé, c'est vendredi. Je suis de bonne humeur. Et voilà, 18h. 18h, et puis on a fini sur le racisme intergalactique. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Hein. Donc voilà, voilà les amis. Et il y a Anthony Colette, qu'on embrasse. Anthony Colette, il vient de faire un raid. Il vient de faire un raid avec 38 spectateurs. Mais bisous, mon Anthony, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu régales. C'est dommage parce qu'on riait bien. T'arrives un peu tard, mais t'es un seigneur. C'est pas grave, t'es un seigneur. Voilà. Et Jopos 7 qui dit le trou noir. Ben ouais. Ben nous, sur Terre, ça s'appelle Marlène Schiappa, tu vois. Mathias Ecoweb, il dit barbecue ce soir. Ben tu vois, je commence à avoir faim. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée, barbecue. C'est bien ça, barbecue. Super. Ouais, non, mais c'est vrai que... Non, on n'est pas sorti du sable avec ça. Si vous voulez des analyses intergalactiques, vous me dites. Hein.
Moi, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci à mon Charlemax 331 pour le sub 21e mois. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu les amis. On va raccrocher l'antenne parce que j'ai encore du boulot. Putain, je suis toujours pas en week-end. On va raccrocher l'antenne les copains. C'était du plaisir. C'était du plaisir. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Voilà, pour se fendre un petit peu la gueule. En fin de semaine, c'est le plus important. Là, je me fais engueuler par Madame Milieu. Alors, je vous le redis, et là, je compte sur vous, les copains. On y va à fond. La vidéo de ce soir à 18h. Si vous l'avez déjà vue, c'est bien. Mais c'est mieux de la partager. Alors, vidéo à 19h, excusez-moi. Vidéo à 19h. Je compte sur vous pour tout partager, les copains. Et petit scoop, dimanche, ça reste entre nous. C'est ça qu'il faut que je mette en ligne. Extrait du spectacle. Le sketch s'appelle « J'ai le droit de le dire ». Je peux pas vous en dire plus. Dimanche à 19h sur la chaîne YouTube Juste Milieu. J'espère pour se fendre la gueule. On se retrouve dans le Juste Bistrot lundi prochain, 16h45. Merci les amis d'avoir été là. Toujours plus nombreux, vous êtes au top. Gardez la banane et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Regardez au moment où je vous parle, vous êtes 1140 sur tous les réseaux à regarder cette émission. Donc vous n'êtes pas tarés, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas idiot à penser différemment. Donc on est ensemble plus que jamais. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. À lundi, vive la rigolade et vive la France.